Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Meeple et bienvenue à la critique enfin du jeu Marching Cove, la baie des marchands. La baie des marchands est enfin arrivée en français au Québec, entre autres au Imaginus. Donc je vous ai décidé de faire justement ma critique du jeu, voir mon ressenti de ce jeu. Je vous ai déjà fait une multitude de vidéos pour chaque faction, donc si vous voulez en voir une en particulier, je vais les mettre en commentaire, pas en commentaire, en description de la vidéo si vous voulez voir justement comment jouer un certain personnage. Mais je vais vous présenter les grandes lignes un peu ici, mais vraiment très finement, et dire ce que j'en pense de de ce jeu-là à l'ensemble et de ses factions, et côté positif, point négatif. Dans le fond, Marching Cove, vous êtes représenté justement un marchand dans une baie où est-ce qu'il y a des aventuriers qui vont arriver pour acheter vos marchandises. Ça peut être des armes si vous êtes la faction du forgeron, ça peut être seulement des trésors si vous êtes le capitaine, etc. etc. Le jeu réside avec justement, c'est tous du placement d'ouvriers en général. Vous allez faire une action et en fonction de celle-ci, vous allez bouger d'un certain nombre d'emplacements sur une rondelle et ça va déterminer le temps. Dans le fond, ça va déterminer le nombre d'actions que vous allez pouvoir faire dans une ronde, que vous avez 3 rondes justement. Vous allez faire plusieurs actions de manière différente. C'est surtout un jeu qui est reconnu pour son asymétrie de jeu. Le but du jeu reste le même, de vendre nos marchandises. En fonction du nombre de marchandises qu'on a, il y a un nombre d'aventuriers de la même couleur. Nous allons accumuler de l'argent, qui est en fait les points de victoire. Mais par contre, chaque personnage devra faire cette même chose de manière différente. Ça peut être du placement de dés, ça peut être justement un petit roll and write, ça peut être du mancala, ou ça peut être tout simplement une rondelle d'action. Ce que j'en pense justement de chaque faction, on va commencer par ça. Le forgeron, je vous dirais que c'est la faction justement pour débuter qui est assez simple, mais tout le long de la partie, ça va être un peu la même chose. C'est peut-être la faction un petit peu moins intéressante, mais c'est la faction que vous allez pouvoir gager plus votre temps parce qu'il y a beaucoup d'actions avec un seul temps. Ensuite, il y a le chronomancien. Le chronomancien, lui, c'est une rondelle d'action. Vous pouvez avancer un assistant et le chronomancien, mais jamais dépasser le premier. Par contre, vous devez vous arrêter à un certain emplacement qui va vous rajouter des tuiles, donc un petit peu de placement de tuiles qui va déterminer vos actions. Donc, plus la partie avance, au début de la partie, en fait, chaque action vous coûte 2 temps, mais plus la partie avance, votre plateau s'améliore, donc il y a un sentiment d'évolution. Vos actions vont être de plus en plus puissantes et de moins en moins coûteuses en termes de temps. Donc, c'est une faction, je vous dirais que c'est probablement ma favorite. Ensuite, nous avons le capitaine, qui est un petit peu un jeu de chance, parce qu'il y a une petite rondelle que vous allez, lorsque vous faites des déplacements, vous allez faire une belle petite pichinotte dessus. Ça va déterminer le nombre de déplacements que vous allez pouvoir faire pour récolter des trésors. C'est assez streamline, je vous dirais, comme faction. Je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Par contre, il y a un petit aspect pusher lock, parce que vous pouvez parfois retourner justement la petite roulette, mais à chaque fois que vous le faites, vous allez devoir mettre des jetons qui pourraient vous faire justement donner des malus. Ensuite, nous avons la faction de l'alchimiste. L'alchimiste est un petit peu un potion explosion, justement, où est-ce que vous avez un petit décanteur, où est-ce que les billes vont descendre. Et lorsque vous en prenez de certaines couleurs, si vous descendez à votre même emplacement, vous allez pouvoir en piocher de plus en plus et faire des chaudrons pour faire des potions. Ce personnage-là est très axé sur la chance ou peut-être aussi de la programmation si vous gérez bien la chance. C'est un des plus beaux personnages visuellement, je trouve, avec les petites billes. C'est fort intéressant. C'est très bon. C'est excellent. Je pense que c'est justement dans le jeu de base, c'est mon deuxième favori. Sinon, qu'est-ce qui manque, je vous dirais, des côtés négatifs justement du jeu de base? C'est les cartes justement des voleurs qui sont assez limitées. Vous en avez seulement 3, dont une qui est tout simplement, les voleurs ne feront rien. C'est assez limité à ce niveau-là. Vous avez plusieurs bateaux. C'est un jeu qui est simple. Il ne faut pas s'attendre à un grand jeu, c'est justement pour mécaniquement simple à ce qu'on pense, parce que gérer justement la rondelle justement de temps est très important dans ce jeu-là, puisqu'il faut décider à quel moment il va falloir décider en fait où est-ce qu'on va mettre l'aventurier, sur quel bateau, savoir quand le faire après l'autre, ou après les autres en fait, ou avant les autres pour pouvoir avoir les aventuriers que l'on désire. Donc, c'est là le cœur et l'âme du jeu et de l'interaction qui est fort intéressante, qu'il ne faut pas sous-estimer. Je vous dirais que mécaniquement, chaque personnage est simple et peut-être pour les gros gamers, ça va être un petit peu trop simple, mais la
petite manière justement de quand mettre un aventurier dans quel bateau, c'est là que justement un joueur plus averti va prendre le dessus versus des moins expérimentés. Sinon, dans les extensions, nous avons l'Oracle. L'Oracle est tout simplement un roll and write, justement où est-ce que vous allez brasser des dés et inscrire des choses. C'est assez intéressant, complexe quand même pour un roll and write. C'est celui qui livrait de règles le plus gros et c'est celui que je me suis repris le plus pour le faire justement. Il y aura un petit aspect justement de prédiction puisque vous allez essayer de déterminer quel type d'aventurier qui va sortir du sac. Donc, justement, une petite légèreté pour ceux qui aiment les roll and write. Il y a l'Hiver de Dragon qui est fort intéressant, qui est un type Mancala. Donc, vous allez piocher justement de la nourriture et les déposer, mais sans revenir sur vos pas, qui est très intéressant. Lui, il y aura même des méga ressources qui vont valoir encore plus de points. Lui, il y aura une manière justement de faire une prise de décision, essayer de faire évoluer vos dragons où est-ce qu'ils valent le plus de points ou en faire plusieurs petits pour justement les prendre et peut-être aller sur des emplacements où est-ce qu'il y a des aventuriers de différentes couleurs. Vous allez pouvoir tout vendre d'une seule shot. Et ensuite, nous avons l'aubergiste. L'aubergiste, lui, est selon moi le plus difficile à être bon, mais lorsqu'on la partie va bien, ça va très bien. Justement, où est-ce que vous allez devoir agencer les lits avec les aventuriers qui se retrouvent à certains emplacements. Donc, c'est très important par contre, cette faction-là, si vous jouez contre elle, de savoir comment elle se joue, parce que vous allez pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues, vraiment. Et finalement, l'extension, la cachette secrète, qui est selon moi un indispensable pour ceux justement qui veulent un petit peu plus de variabilité, parce qu'elle va ajouter beaucoup de choses, surtout des cartes justement voleurs qui vont ajouter une variabilité sur qu'est-ce que les voleurs vont faire. Au début, dans le jeu de base, vous en avez 3 et dans l'extension, vous en avez plus que 10, donc ça va rajouter de beaucoup. Il y a aussi ceux qui aiment plus ou moins le fait de piocher des aventuriers au hasard et de vivre avec ça. Il y a un module justement qui permet de l'île des dragons, justement, si vous allez mettre des aventuriers sur cette île-là. Si vous voulez, vous pouvez prendre celui que vous désirez parmi ceux-ci. Par contre, une carte de corruption qui va être piochée. Parlant des cartes de corruption, c'est un aspect très intéressant justement, où est-ce qu'on peut faire des actions qui sont beaucoup plus intéressantes, mais en contrepartie avoir des points négatifs parce que chaque voleur qui se retrouve sur le plateau central va vous donner des points négatifs multipliés par le nombre de cartes corruption. Donc souvent j'ai vu des parties qui se finissaient avec 20 points d'offense pour une personne, mais qu'elle perdait par 10 points parce qu'elle avait accumulé beaucoup trop de corruption. C'est un jeu justement visuellement magnifique où est-ce que les mécaniques pour chaque personne est complètement différente, mais qui est très simple. Il faut avoir ça un petit peu comme un jeu assez léger, mais où est-ce que le plateau central et l'interaction, il ne faut pas la sous-estimer. Je vous dirais que c'est un jeu qui gagne avec jouer à 2 ou 3 joueurs. À 4, ça risque d'être un peu long pour ce que le jeu est. Donc, soyez-en avertis si vous êtes un joueur à 2, c'est excellent. Pour les joueurs solo, justement, dans le jeu de base, il y a l'expérience solo qui a des cartes, c'est un petit peu du hasard, mais il faut voir le personnage, justement, va mettre des aventuriers de son choix en fonction des marchandises qu'il a de préparer. Donc, une manière facile, justement, un peu de prévoir, d'essayer de contrecarrer les plans de l'adversaire, mais qui est quand même très difficile. Je vous dirais, je perds environ 50% de mes parties lorsque je le joue en solo. Donc, il est très intéressant et facile à gérer aussi. Vous faites seulement une carte, vous regardez les 2 actions au centre, ça va vous dire quelle action qu'il fait. Est-ce qu'il fait à l'extérieur des bateaux ou à l'intérieur, à droite ou à gauche, assez simple. Aussi, l'extension, je ne vous ai pas dit de cachette secrète, les assistants que vous allez recruter, vous en avez seulement, je crois, 3 sortes dans le jeu de base. Il y en aura environ 6, 7, si c'est pas plus, dans cette extension-là. Donc, un petit peu plus de variabilité, parce que ça va influencer beaucoup sur qu'est-ce qu'ils vont faire et les petits bonus immédiats qu'ils peuvent vous donner. Donc, c'était mon ressenti et ma critique assez courte justement du jeu La Baie des Marchands. Je vous encourage justement d'aller voir mon commentaire, le Imaginus quartier distrant, si vous voulez vous le procurer. Sinon, je vous conseille... Laissez-moi un like en fait à cette vidéo-là si vous avez beaucoup aimé ça, ou même toutes les autres vidéos que j'ai faites pour vous aider à travers ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!